Ici Alain Crevier, bonjour, bienvenue à Second Regard. Aujourd'hui à l'émission, il sera beaucoup question de prison et de pardon. Qu'est-ce qu'un pardon qui ne change rien à la peine à purger peut bien changer dans la vie d'un criminel ou d'une victime? Et pourquoi une victime souhaiterait-elle ou aurait-elle besoin de pardonner? Aujourd'hui, à notre émission, je vous propose une rencontre fascinante avec un homme qui a passé pas mal d'années derrière les barreaux de prison à titre d'aumônier de prison. Alors, entre Kigali, Boston et Montréal, bienvenue dans l'univers bouleversant de Pierre Allard. Quand il était plus jeune, Pierre Allard travaillait dans les rues de Boston pour venir en aide aux jeunes drogués. C'est, en quelque sorte, ses premiers contacts avec le milieu criminel. Mais c'est au Québec qu'il veut revenir vivre. Un jour, dans le journal, il voit une offre d'emploi. Aumônier de prison. Pas n'importe quelle prison. Archambault, un endroit qu'on considère comme particulièrement hostile. En fait, ça a été un début de cheminement qui m'a amené à découvrir beaucoup de choses. Eh bien, dans les prisons, Pierre Allard y sera pendant plus de 40 ans. C'est étonnant de voir tout ce qu'il a appris dans ce milieu que le reste de la planète fuit comme la peste. Si tu veux juger d'une société, va dans ses prisons. Au fond, c'est peut-être là, dans les prisons, que Pierre Allard découvre que son travail, ce n'est pas seulement de prêcher, mais plutôt d'écouter. Parfois, la parole peut changer le monde. Tu ne peux pas être impliqué pour au-delà de 40 ans avec les prisonniers sans découvrir deux choses extrêmement importantes. D'abord, découvrir les 1000 visages du mal. Les 1000 visages du mal. Ce que des êtres humains font à d'autres êtres humains, ça passe souvent. Ça dépasse notre entendement et notre compréhension tellement souvent. Tu découvres les 1000 visages du mal, mais tu découvres aussi le côté profondément blessé de l'humanité. Mais il y a juste une histoire qui est toujours restée avec moi. Il y avait deux gosses, on l'appelait toujours les jumeaux, j'ai jamais su leur nom. Et comme aumônier, c'est toi qui donnes les mauvaises nouvelles. Un jour, le chef de sécurité dit, Pierre, le père des jumeaux est décédé, appelle-les, puis dis-leur la nouvelle. Je les ai appelés, je ne les connaissais pas, je suis assez direct pour partager ces nouvelles-là. J'ai dit, asseyez-vous, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous, votre père est décédé ce matin. Je n'étais pas prêt pour leur réaction. Quand je lui ai dit que leur père est décédé ce matin, ils se sont levés, Alain, ils se sont donné le high five, comme on dit en anglais, puis ils se sont dit, finalement, le bâtard est décédé. Cette histoire-là m'a toujours suivi parce que je me disais, quel genre de milieu familial as-tu connu qui fait que quand on te dit que ton père est décédé, c'est pas un jour de tristesse, c'est un jour de joie. Mais en 1980, à ce moment-là, j'étais aumônier à Dorchester, puis j'ai reçu un appel que dans notre grande famille, j'avais 5 frères, 5 sœurs, la mort ne nous avait jamais visités, que mon frère André avait été brutalement assassiné, puis avait été abandonné sur la rive sud de Montréal. Ça change tout. Maintenant, j'ai été une victime. J'ai été une victime et ça change complètement la perspective. Et je me souviens, après les funérailles, il était revenu à Dorchester. À la prison. À la prison. Puis, il fallait que quelque chose arrive en moi, sinon je ne pouvais pas continuer parce que je ne voyais plus les prisonniers de la même façon. Avant, c'était Alain, Luc, Jean, John. Maintenant, c'était le meurtrier, le délinquant sexuel. Il fallait que quelque chose arrive. Et là, je me suis mis à réfléchir, à prier, à chercher, à faire beaucoup de lectures. Et c'est pour la première fois dans ma vie que j'ai rencontré le concept de justice réparatrice. Parce que la justice réparatrice dit que quand un crime est commis, c'est beaucoup plus que la brisure d'une loi. C'est beaucoup plus que la brisure d'une loi, c'est la cassure de relations humaines dans une communauté où de vraies personnes ont fait mal à d'autres vraies personnes. Et à ce moment, la question, au-delà de coupable et non coupable selon la loi du pays, devient... Il y a des torts énormes qui ont été faits. Comment est-ce qu'on peut apporter de la guérison dans tout ça? Comment est-ce qu'on peut apporter de... Comment est-ce qu'on peut faire que les choses soient améliorées?
La justice réparatrice dit la valeur fondamentale, c'est le respect. Mais par contre, la justice réparatrice peut apporter tellement une dimension beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus humaine. Elle vient compléter, elle veut redonner la voix à la victime, elle veut redonner la voix à la communauté, mais elle dit aussi, on doit redonner aussi la voix à l'offenseur. On doit écouter la communauté, écouter les victimes, écouter les offenseurs. Et on doit mettre l'accent sur la vérité. C'est la grande différence entre la justice traditionnelle et la justice réparatrice. Si j'ai assez travaillé avec les prisonniers, si tu es un bon avocat, tu vas me dire, hey, c'est à eux à le prouver. Nous, on va plaider non coupable. Tu ne peux pas avoir de justice réparatrice s'il n'y a pas quelqu'un qui dit j'ai commis quelque chose de terrible. J'ai fait une erreur terrible, j'ai fait du tort, je le reconnais et je suis prêt à m'engager dans un processus qui fait que qu'est-ce que je peux faire pour réparer, qui est la troisième dimension. Mais en 2007, j'ai été invité à aller au Rwanda parler de la justice réparatrice. Et ça a bien été. Je suis allé avec mon épouse. On a fondé un organisme Juste Équipage. On a besoin de tout un équipage bien formé dans les questions de justice pour avoir un impact sur la vie d'un pays. On est retourné une deuxième année, puis on a parlé sur l'importance d'écouter. Il y a un aumônier de prison qui a pris ça au sérieux, puis il est allé dans sa prison à Gisenyi, dans le nord du Rwanda. Il a dit au directeur, je viens de suivre un cours, puis on me dit que je ne devrais pas seulement prêcher, je devrais écouter les prisonniers. Bien, il dit, je te paye pas, que viens aussi longtemps que tu veux, puis aussi souvent que tu veux. Il a commencé à aller en prison, puis à écouter. Plutôt que de faire des sermons. Plutôt qu'à uniquement prêcher. Et après quelques mois, à sa grande surprise, 400 prisonniers sont venus lui porter une lettre de demande de pardon qu'ils avaient écrite aux survivants du génocide. Ils ne savaient pas quoi faire avec ça. On ne peut pas mettre ça dans le courrier. Même s'il y avait un système de poste, on ne met pas ça une telle lettre dans le courrier. On a fait de la formation, on a fait un protocole de rencontre victimes-offenseurs. On a formé les 5 aumôniers. On les a envoyés 2 par 2 faire la livraison des lettres. Ça a pris beaucoup de temps. C'était assez dispendieux. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans la plupart des cas, ils ont été bien reçus. Les gens étaient surpris d'avoir des nouvelles de celui qui avait tué leur père, leur mère, leurs enfants. Et près de 200 personnes ont dit « J'apprécie qu'ils demandent pardon, mais j'ai des questions. » Quel genre de questions les gens? Je vais t'en donner des exemples. Est-ce que je peux aller le rencontrer? Fait qu'on a établi un protocole, puis on a décidé d'essayer. Maintenant, je pense que la semaine prochaine, ça va être la 150e rencontre. La première rencontre, je vais te parler de la question qu'elle avait Solange, une grande princesse africaine qui est descendue de la montagne. On avait tué ses parents, on avait tué ses 3 enfants. Je la vois encore, elle est assise là, l'offenseur est là, comme on est face à face. Est-ce que tu as tué mon père en premier ou ma mère en premier? J'ai tué votre père en premier. Est-ce que ma mère a vu mon père se faire tuer? Oui. J'avais tué mes 3 enfants. Dans quel ordre? Est-ce qu'ils demandaient pour leur mère? Est-ce qu'ils criaient? Qu'ils voulaient me voir? Oui. J'ai entendu dire que vous n'étiez pas seul. Il y en avait d'autres avec vous. Elle a nommé des noms. Il a dit, vous avez raison, mais c'est moi qui étais le vrai instigateur. C'est moi qui étais le chef. Et je lui demande pardon. Je ne peux pas croire le mal que je vous ai fait. Pendant 30 minutes, elle avait des questions qu'elle a posées. Au bout de 30 minutes, je l'avais encore assez levée. Elle a dit, je vous remercie de la façon dont vous avez répondu à mes questions. Et Dieu m'a pardonné. Vous demandez pardon, je vous l'accorde, peut-être aller l'autre bord pour l'embrasser.
Moi, je me suis dit, ça... Tu n'avais pas perdu connaissance? Ben, j'avais des larmes, moi aussi, hein. Pour parler de justice réparatrice, l'aumônier Pierre Allard s'est rendu souvent au Rwanda. Tu réalises à quel point il y a des blessures qui sont tellement profondes que... Dans les prisons du Rwanda, tout près de 400 prisonniers qui ont participé au massacre et au génocide ont voulu demander pardon à leurs victimes. Plus de 150 rencontres ont été organisées entre victimes et agresseurs. Dans bien des cas, Pierre Allard était présent. Le pardon, hein, c'est beaucoup plus pour la personne qui donne le pardon que pour celui qui reçoit le pardon. Le type dit à l'offenseur, « J'apprécie le fait que tu admettes que tu as tué mon petit frère. » Mais il dit, « Pourquoi tu refuses de dire comment tu l'as tué alors que tous les gens me disent que tu l'as tué d'une façon tellement cruelle? » Et l'offenseur s'est mis à pleurer. Puis finalement, il dit, « Oui, c'est vrai. C'est très cruel de la façon dont je l'ai tué. » Il dit, « On lui a coupé les organes génitaux. Il nous suppliait de le tuer, puis on n'a pas voulu le tuer. On l'a laissé mourir peu à peu. À chaque jour, on venait le torturer. Ça a pris 3 jours avant qu'il meure. » Mais quel intérêt la personne a-t-elle à donner un pardon dans une histoire pareille? Ben, c'est parce que, tu sais, le pardon, hein, c'est beaucoup plus pour la personne qui donne le pardon que pour celui qui reçoit le pardon. Comment ça? Parce que si pardonner, c'est dire oui à la vie. Pardonner, c'est dire je refuse de faire partie de cet engrenage de vengeance, de punition qui nous a tellement pénétrés. J'ai une de mes amies psychologues qui dit que la vengeance est la drogue la plus forte qui existe, que quand je pardonne, je dis je refuse de faire partie de cet engouement. Je prends ma liberté. Je suis victime, mais je suis beaucoup plus que ma victimisation. Je triomphe. Et ma plaie va peut-être prendre des années à guérir. C'est comme Susan Urbach, hein, tu sais, dans la bombe de Oklahoma. Susan Urbach avait été complètement défigurée. Elle a comparé au procès de Timothy McVeigh. Puis le juge lui a demandé « Parlez-moi de votre cicatrice. » Puis le juge a été surpris. Elle a dit « Je suis fière de ma cicatrice. » Il dit « Comment ça? » Ben, il dit « Parce qu'une cicatrice, elle a dit, ça raconte une double histoire. Si j'ai une cicatrice, c'est que j'ai été profondément blessé. Mais ça veut dire aussi, si j'ai une cicatrice, que j'ai guéri. Que je suis fier de ma cicatrice parce que ça parle un peu de ma guérison. Que les gens qui viennent, on se demande la même chose. Pourquoi? Comment est-ce qu'ils arrivent à pardonner? Ils se disent, ils réalisent que s'ils ne pardonnent pas, on entretient le cercle de vengeance, on entretient le cycle, et ces gens-là n'arriveront plus jamais à rebâtir une communauté qui va pouvoir vivre ensemble. Le premier cas, puis ça se produit à chaque semaine, là, quand Solange est retournée dans son village, elle a dit aux gens, « Hey, il était sincère, il m'a vraiment demandé pardon. C'était pas seulement son écrit, je l'ai vu dans ses yeux. Il m'a vraiment demandé pardon. Quand il sort, on n'a pas besoin d'avoir peur de lui, puis on n'a pas besoin de le tuer. » Le détenu, lui, retourne dans la population, 5000 prisonniers. La grande majorité des génocidaires. Puis il dit, ça paye de dire la vérité. Ça paye de dire la vérité, je me sens en liberté. Tu sais, après qu'on a eu un nombre de rencontres, Alain, on ne peut pas simplement abandonner les gens. Fait qu'on a fait des rencontres entre les victimes qui avaient participé aux rencontres, puis on a fait des rencontres entre les prisonniers. Parmi les victimes, c'était unanime. À quel point d'avoir offert le pardon, à quel point d'avoir eu des réponses à leurs questions les aidait à mettre des morceaux du casse-tête en place et qu'ils pouvaient aller de l'avant.
Parmi les prisonniers, il y en a un encore, je le visualise, là, assez âgé. Il s'est levé, il a dit, moi, il dit, je vais mourir en prison ici. Ma peine, je sais que je sortirai jamais. Le tort que j'ai fait pendant le génocide, le nombre de gens que j'ai tués, les atrocités que je vais mourir en prison. Puis il dit, ça me fait plus rien. Il y avait un beau sourire. Puis il disait aux autres prisonniers, elle est venue, elle me regardait, elle me posait des questions et malgré tout ce que je lui ai dit dans les détails atroces, elle me dit, je te pardonne. Ça me fait rien de mourir en prison. Si on sort du cas absolument hypothétique que je vous lance, est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer, que ce soit au Rwanda ou ailleurs, là, parce que je sais que vous êtes beaucoup impliqué dans ça, mais même peut-être dans le milieu carcéral ici au Canada, absolument. Vous est-il arrivé de tomber sur des personnages où vous dites « jamais je serais capable de lui pardonner ». Jamais je serais capable de lui parler. De lui pardonner. De lui pardonner. Non, je veux dire, je pense que je trahirais ce qu'il y a de plus profond en moi si j'acceptais de dire que jamais je lui pardonne. Ça nous dépasse tout ça parce que, et c'est pour ça que c'est difficile dans l'entrevue d'essayer de... Parce que c'est vrai qu'on fait des rencontres, c'est vrai que ça aide la guérison, mais c'est vrai que le cheminement du pardon, c'est un cheminement d'une vie. Ouais, dans un cas comme celui-là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont, comme vous le disiez, qui ont des cicatrices. Ah. Alors, c'est constamment un rappel de ce qu'ils ont vécu. Je parle de ça. Hey, mon épouse était dans un autre village, même genre, tu sais, là, 50-50. Elle était assise en face d'une femme là, assez vieille. Puis la femme avait toutes les gencives coupées complètement, puis dedans. Puis elle parlait à mon épouse, elle a dit, lui, là, puis elle pointait. Elle dit, c'est lui qui a pris la machette puis m'a tout coupé les mâchoires. Elle dit, certains matins, je me lève, là, puis je la regarde, puis la haine revient. La haine revient. Puis là, elle dit, je me dis, si je laisse la haine m'envahir, on va commencer à se détruire encore, puis on n'arrivera pas à faire quelque chose. Puis elle dit, malgré que je vis quotidiennement, heure par heure, cette douleur, je lui pardonne. Le type est là, puis il regarde, tu sais. S'attend pas à ça, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, recevoir le pardon quand tu sens profondément que tu ne le mérites pas. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Fait qu'ils apprennent eux aussi à vivre, hein? Ils s'entraident, ils cultivent, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Fait que moi, je garde l'espoir, malgré un gouvernement qui, les dernières années, a beaucoup détruit ce que l'on avait fait au niveau de compréhension, d'attitude vis-à-vis des prisonniers. C'est beaucoup plus punitif, c'est beaucoup plus sévère. Eh bien, je garde espoir qu'on n'arrivera pas à détruire, puis que les bonnes initiatives de justice réparatrice vont prendre le dessus et que peu à peu, les gens, les Canadiens vont réaliser que ce n'est pas la voie de la surincarcération, ce n'est pas la voie de la punition et de la vengeance. C'est que, parce que quand on prend des attitudes comme ça, on assèchit l'âme de notre pays. Tandis que lorsqu'on essaie d'avoir un second regard sur les choses, parce que c'est vraiment ça, la justice réparatrice. La justice réparatrice dit il faut avoir un second regard, d'aller plus en profondeur, de voir toutes les dimensions et de se poser la question, comment est-ce qu'on peut, tous ensemble, améliorer la situation? Victor Hugo a dit, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Et moi, je dis, depuis les 10 dernières années au Canada, c'est l'heure de la justice réparatrice. Monsieur Allard, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, Alain.